Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Un jeune serveur de 21 ans, originaire de Beleu, dans l'Aisne, qui a remporté la médaille d'or en service en restaurant lors des WorldSkills à Lyon en 2024. Ce concours mondial qui rassemble les meilleurs jeunes professionnels de divers métiers, techniques et manuels, est l'équivalent des Jeux Olympiques pour les métiers. Diplômé d'un BTS en management hôtellerie-restauration du lycée Le Corbusier à Soissons, il s'est distingué grâce à une préparation rigoureuse. On va revenir avec lui lors de cet épisode sur cette folle aventure qui l'a amené au titre mondial. J'ai nommé Denis Merlot. Bonjour Denis, comment ça va ? Bonjour Thomas, ça va très bien, merci. Alors félicitations déjà pour ce titre. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'échanger avec un champion du monde. Rapidement, pour commencer, qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde ? Oh, c'est quelque chose d'incroyable. Je crois qu'il y a peu de mots qui sont assez explicites pour l'exprimer. C'est un objectif atteint, c'est un rêve réalisé, c'est une performance délivrée, c'est plein de choses à la fois. Qu'est-ce que tu as ressenti justement quand on t'a remis ce prix ? C'est ce que j'ai du mal à expliquer à tout le monde justement. J'ai l'impression qu'il s'est passé plein de choses dans ma tête et à la fois je suis incapable de me souvenir concrètement de ce que j'ai ressenti. C'est alors moi, au moment où j'ai réalisé, en fait, on était derrière le podium et comme ils appelaient 3, 2, 1, automatiquement, quand ils ont convoqué la deuxième sur le podium, j'en ai déduit que c'était moi, le dernier. Donc, c'est à ce moment-là où je me suis retourné du côté français qui était gauche et juste exaltation de joie, mais rien de particulier en tête à ce moment-là. Alors, on va revenir justement sur ta folle aventure et comment tu as construit ton parcours et cette compétition qui est hors du commun que tu as remportée. Raconte-nous un peu les coulisses au départ. Comment est-ce qu'on s'inscrit à cette compétition-là ? Est-ce qu'on est sélectionné ? Est-ce que c'est un objectif que tu avais toujours en toi ? Comment ça s'est passé ? Alors, l'aventure a débuté il y a 2 ans et demi maintenant. Et c'est vrai que je sortais d'un concours. J'avais pas prévu d'enchaîner avec celui-ci du tout. J'avais prévu de faire une pause comme je le fais après chaque concours. Sauf que j'ai découvert cette compétition via le précédent champion du monde Dylan Werner, que je suivais sur les réseaux et qui avait gagné cette compétition. Donc, je me suis intéressé brièvement à ce que c'était. Et ensuite, j'ai rencontré ses coachs, Pascal et Isabelle Aubrecht, et du coup, on en a discuté plus profondément. Et avec ma coach, ça a regardé en se disant, ça a l'air quand même incroyable comme concours. Sauf que comme il y a une limite d'âge, il fallait que je m'inscrive à ce moment-là et pas plus tard. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé à enchaîner avec ce concours. Et donc, comme vous le disiez, ça se déroule en plusieurs étapes. La première, c'est une sélection régionale. Donc, on s'inscrit tout simplement dans sa région. On se présente à la sélection. On fait un concours. Pour ma part, c'était un petit concours d'une demi-journée, une matinée d'atelier. Le vainqueur est sélectionné pour intégrer l'équipe des Hauts-de-France. Enfin, l'équipe régionale. Pour ma part, c'était donc l'équipe des Hauts-de-France. On fait aussi quelques stages avec les autres sélectionnés des autres métiers. Et puis ensuite, on participe au championnat de France qui avait lieu en septembre 2023 maintenant. Même principe, sauf que cette fois-ci, ils conservent premier, deuxième, troisième pour les réunir et quelques mois après la finale nationale, faire des sélections pour savoir qui est vraiment le plus à même de rentrer en équipe de France et participer au championnat du monde. Et après ce processus-là, une fois que la sélection est passée, on rentre dans l'année de préparation avec l'équipe de France, pareil avec les stages, préparation physique, mentale, les entraînements avec notre expert dans les centres d'excellence, jusqu'à la compétition mondiale. Alors justement, pour revenir un peu sur la méthode de sélection, c'est quoi les critères sur quoi tu es noté ? Quelles sont les thématiques que tu dois travailler de ton côté pour vraiment faire partie des meilleurs ? Alors pour la finale nationale, c'était 2 jours et demi de compétition avec des services clients au cœur de l'action. Le premier jour, pour ma part, c'était un service gastronomique avec une table de 4 clients, avec tous les codes qui y sont liés. Le deuxième jour, c'était un service brasserie avec plusieurs tables, avec une formule différente, un service plus condensé, plus rapide. Le troisième jour, c'était autour d'un service petit déjeuner, comme on les connaît, boissons chaudes, viennoiseries, etc. Et tout ça, c'est ponctué par des ateliers autour de la sommellerie, autour du bar, autour du barista qui est l'univers du café,
les techniques propres au service en restaurant, comme des pliages de serviettes, des découpes, des flambages de fruits, etc. À l'issue de ça, donc, on a la note liée à toutes ces épreuves techniques. Et ensuite, pendant le stage de sélection qui se fait quelques mois plus tard, ils reprennent cette base de notes auxquelles ils vont ajouter des nouvelles épreuves techniques, donc dans le même principe. Également, tout ce qu'ils appellent une évaluation des soft skills, qui va concerner donc nous, notre préparation physique actuelle, notre capacité, pour moi, c'était très important l'anglais, donc les connaissances linguistiques, le comportement, l'implication qu'on est prêt à y mettre, le temps qu'on est prêt à allouer à ça, notre état d'esprit, la manière dont on pense, dont on se voit dans le concours, notre personnalité vis-à-vis de ça. Et ensuite, donc, ils font une moyenne de toutes ces notes, et la personne qui a la meilleure moyenne est sélectionnée pour les championnats du monde, la personne qui arrive en deuxième position pour les championnats d'Europe un an après, et la troisième personne qui fait office de suppléant, qui est vraiment intégrée au processus de la compétition, mais en tant que suppléant au cas où. Quand tu as commencé l'aventure, tu t'es dit je vais viser d'abord les championnats de France et advienne que pourra, ou est-ce que tu avais déjà derrière ta tête le petit objectif d'aller se dire ok, je vise évidemment la meilleure place au niveau mondial? Moi, l'objectif, c'était l'équipe de France, en premier lieu. En fait, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce concours, c'était la diversité sur laquelle on était évalué. Souvent, en concours, c'est quelques ateliers à tendance gastronomique. Là, on était obligé, et c'était pas du tout un effort, mais de s'intéresser au service gastronomique, brasserie, pour la finale mondiale au banquet en plus, au monde du bar, du café, de la sommellerie. Donc, c'est quelque chose de complet. Et la deuxième, donc, c'était l'équipe de France, parce que j'ai toujours voulu faire partie d'une équipe de France dans le sport au début avec le karaté. Et avec le métier, j'ai dû forcément faire un choix. Et là, c'était un petit peu la revanche de pouvoir intégrer une équipe de France, mais avec le service en restaurant. Donc, c'était vraiment le premier objectif. Et une fois que ça a été fait, bien sûr, l'objectif a tourné vers la médaille d'or au championnat du monde. Pour revenir un peu sur le sport, tu as parlé justement du karaté, une discipline que tu as pratiquée. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir une discipline comme ça dans ta jeunesse pour aujourd'hui ton activité professionnelle? Est-ce qu'il y a des parallèles entre le sport de haut niveau et aujourd'hui le service en restauration notamment? Oui, bien sûr. Ça a toujours des avantages, surtout pour cette compétition où la préparation physique fait partie intégrante de notre préparation. Moi, je sais que j'ai été quelqu'un de très réservé et timide plus jeune. Donc, le karaté, ça m'a aidé tout simplement à m'ouvrir aux autres, à vaincre un petit peu cette timidité, à faire mes premiers pas dans la compétition aussi. Parce que je me rappelle au début, le karaté, mon entraîneur qui me disait « Bon, Denis, quand est-ce qu'on fait la première compétition ?» Et moi, j'étais « Non, je veux pas. » Sauf qu'une fois que le cap était passé, c'était parti et j'ai jamais arrêté depuis, que ce soit dans le karaté ou dans le service en restaurant. Donc, je pense que c'est une première base, une première lancée dans pas mal de choses avec lesquelles on pourrait faire le lien avec le métier que je fais aujourd'hui. Et puis forcément, ça m'a permis d'être déjà préparé un minimum physiquement en arrivant à cette grande aventure WorldSkills. D'ailleurs, tu as suivi aussi plusieurs aspects, notamment en termes de préparation, parce qu'on n'arrive pas à ce niveau-là et à cette place-là sans une grande préparation, comme tu l'as dit, puisqu'il y a plusieurs thématiques qui sont notées. Ouais. La partie mentale, tu as dit que tu étais un peu introverti pendant ta jeunesse. C'est quelque chose que tu as beaucoup travaillé, qui était important pour toi? Pour le concours, justement, c'est la première fois que je suis allé à l'encontre d'une préparatrice mentale pour ma préparation. Je ne l'avais jamais fait auparavant, mais là, je trouvais qu'à ce niveau-là, c'était important d'aller explorer cet aspect-là. Et en effet, on a travaillé avec Rosalie Beaujoli, donc, qui était ma préparatrice mentale pendant une année, pour justement aller chercher dans ma personnalité les petits points de blocage qui ne me permettaient pas de m'exprimer de la plus belle des manières. Donc forcément, ça passe par un travail sur tout un tas de choses, sur se découvrir soi-même, comprendre sa personnalité, comment on fonctionne avec les autres. Ensuite, travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, comment on gère ses émotions pour ne pas se laisser surprendre ou envahir. Et ensuite, ça permet en fait de vraiment, je dirais, s'apaiser soi-même pour vraiment laisser s'exprimer le plaisir et mettre en avant toute la technicité qu'on a pu avoir
sans se laisser abattre par d'autres choses qui pourraient venir parasiter. Est-ce que tu as été surpris aussi de voir ton évolution entre le moment où tu as commencé à te préparer et le moment juste avant la compétition où tu as fait tout ce travail et tu es arrivé prêt, puisque justement tu as remporté la compétition? Et bien, en en discutant avec Rosalie, justement, moi, je ne l'ai pas spécialement remarqué, le changement. Et c'est toutes les remarques qu'on m'a fait, surtout post-compétition, vraiment le dernier jour, quoi, où j'ai pu vraiment discuter avec beaucoup de monde, où je me suis rendu compte, et justement, j'en discutais, mais je dis, c'est marrant, je m'en suis pas rendu compte, et je dis à la fois, ok, parce que s'il y avait eu un gros gap, et que je m'étais dit, ah, là, ça a changé, ça aurait été un petit peu étonnant. Mais donc, c'est vraiment après la compétition où j'ai pris conscience que oui, il y avait eu un changement, et pour autant, je ne l'ai pas remarqué, donc il s'est fait naturellement, et c'était ça qui était génial. Par rapport aussi au service, qui est Oui. quand même c'est un secteur qui est très méticuleux, pointilleux, tu dois être, faire preuve de beaucoup de rigueur. Tu places où les différents curseurs justement de plaisir, mais aussi de performance, de challenge, et tu as aussi peut-être un peu de peur. Comment tu gères un peu tous ces curseurs-là? Alors c'est ça, pour ma part, j'ai essayé de me dire qu'à l'entraînement, avant la compétition, c'est la partie technique qui se joue. Et là où on affine la technique, on découvre des nouvelles techniques, on les apprend, on les perfectionne, etc. Il y a forcément un petit peu de plaisir parce que c'est des choses que j'aime faire. Donc au quotidien, si on ne prend pas de plaisir dans les entraînements sur 2 ans et demi, c'est long, on ne peut pas tenir. Donc forcément, il y a du plaisir, on prend du plaisir. Pour la compétition, justement, l'objectif, c'était pas d'oublier la technique, mais de s'en détacher un petit peu. On l'a travaillé, on la maîtrise, on la connaît. Donc, je sais que j'en suis capable. Maintenant, c'était justement de réussir à exprimer le plaisir que j'ai à faire partager ce plaisir-là pour permettre aux clients d'en prendre et d'avoir vraiment un moment de complicité, d'échange avec eux, sans être trop accaparé par cette technique et qu'est-ce que je dois faire, là, c'est comme ça. Non, le but, c'était ça, d'avoir la technique de maîtrise grâce aux entraînements avant pour pouvoir avoir un moment de plaisir avec le client sur le moment de la compétition. C'était plus ou moins comme ça que j'essaie de l'aborder sur la différence. Pour faire un zoom justement sur la préparation, combien de temps tu as consacré par semaine, par mois à cette compétition-là pour un peu les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent? Parce qu'on ne voit pas, on voit juste le Oui. résultat final, mais il y a tout un travail derrière. Combien de temps ça prend? Donc sur la durée de 2 ans et demi, à partir du moment où je me suis inscrit jusqu'à la compétition mondiale, pour la finale régionale, c'était quelques entraînements par semaine, très légers. Ça s'est fait en quelques mois à peine. Pour la finale nationale, ça a été, on va dire, du mois de mai à septembre, donc sur une durée de 5 mois, à partir du moment où j'avais reçu mon sujet. Au début, c'est forcément des entraînements plus ponctuels. Une fois qu'après l'été a été engagé, que je travaillais, c'était moitié travail, moitié entraînement. Et j'ai arrêté de travailler au mois d'août pour faire vraiment que de l'entraînement. Donc ça a été un entraînement intense pendant 1 mois, le mois d'août, pour la finale nationale. Et ensuite, pour la finale mondiale, moi j'ai consacré mon année à cette préparation. En septembre, je ne me suis pas engagé dans un cursus scolaire ni de travail, parce que mon objectif c'était d'intégrer l'équipe de France. Donc j'ai un peu joué avec le feu, j'avais un plan de secours au cas où, mais je m'étais engagé dans rien. Et donc justement, je l'ai adapté cette année à mes besoins et à la préparation. Donc j'ai travaillé sur un contrat à durée déterminée, mais à mi-temps de janvier à avril, ce qui fait que sur une semaine de 7 jours, je m'entraînais 4 jours et je travaillais 3 jours. Sachant que quand on travaille, forcément, c'est dans ma partie technique, donc je faisais du service, donc ça faisait partie un peu de cet entraînement. Au mois de mai, ça a été un mois complètement entraînement. On a fait des déplacements à l'international pour une semaine d'entraînement de compétition, entraînement technique. Il y a eu un stage avec l'équipe de France. Au mois de juin, j'ai fait 1 mois aussi avec Louis Cosette, qui est vice-champion du monde en 2019. Donc pareil, je travaillais pour lui le week-end. La semaine, on s'entraînait ensemble. Donc pareil, sur un ratio de 4-5 jours d'entraînement pour 2 jours de travail. Et ensuite, juillet-août, je l'ai consacré vraiment uniquement à la préparation. Et là, ça a été 100% du temps. C'est-à-dire, j'ai pris quelques jours de vacances pour couper, justement, c'était important. Mais sinon, en dehors de ça, c'était des déplacements, des entraînements à la maison, des entraînements avec les stages WorldSkills, des entraînements au lycée, de la préparation mentale, de la préparation physique, tous les jours. Préparation physique, justement, tu faisais quoi?
Alors là, c'était plus personnel, comme je disais, avec mon passé sportif, je me sentais plus ou moins à l'aise avec, donc j'ai pas pris de coach particulier. On avait donc les stages de préparation physique et mentale avec l'équipe de France, où là, c'était encadré par Joël Abati, Patrick, notre coach mental, qui était affilié à l'équipe de France, et un kiné, qui, eux, pendant une semaine, voilà, font des exercices, cohésion, sportif, préparation mentale. Et en dehors de ça, moi, j'allais sur un rythme entre 5 et 6 jours de sport par semaine, principalement de la salle de sport, tout simplement parce que c'était le plus pratique en termes d'horaire. Donc, mais là, après, je me gérais tout seul sur la préparation physique, de ce point de vue-là. Je rebondis sur ce que tu as dit avant. Tu as pris des risques sur cette année-là pour préparer les WorldSkills. Est-ce que, au niveau personnel, est-ce que les gens de ton entourage, tes proches, comprennent vraiment ce que ça représente et tout ce qui est autour? Parce que du coup, on peut se poser aussi des Oui. questions à qu'est-ce qui va arriver derrière, il est jeune, etc. Comment tu as un peu expliqué tout ça? Ma famille m'a toujours suivi. On a toujours été dans ce modèle de compétition avec le sport. Ils en ont fait également. Ils m'ont emmené en compétition, donc ils m'ont toujours accompagné. Et forcément, quand j'ai débuté les compétitions en service, ça a été le même principe. Et c'était pas ma première compétition, donc ils connaissaient l'enjeu. Ils étaient conscients que là, c'était un autre niveau avec l'équipe de France et les championnats du monde. Et ils m'ont toujours accompagné. J'ai jamais eu de soucis de ce point de vue-là et j'en suis très chanceux. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde, mais ma famille, j'ai jamais eu besoin d'expliquer plus que ça. Ils comprennent, ils ont vu l'ampleur et je me suis beaucoup entraîné à la maison, donc ils ont compris ce que c'était. Et à la fois, ils en étaient très contents parce qu'ils en profitent aussi euh, de se faire servir, d'avoir des flambages le soir, de manger des magrets de canard découpés. Enfin voilà, il y a une partie aussi très intéressante de ce point de vue-là. Donc, ils m'ont toujours très bien accompagné, Donc une partie plaisir à la fois pour toi, mais aussi pour eux, parce que du coup, bien forcément... entendu. Forcément, c'est un petit sacrifice. Il fallait me laisser un peu de place dans la maison pour le matériel. Il me fallait du temps pour préparer certaines choses. Je les mettais à contribution pour me préparer mes paniers des fois des choses mystères qu'il fallait que je prépare. Donc, il fallait qu'on prépare les ingrédients, mais ils l'ont toujours fait avec grand plaisir. Est-ce qu'ils t'ont dit des phrases ou quelques mots qui te sont restés pour te préparer dans cette compétition-là? Ça, c'est une grande question. Là, premièrement, j'en ai pas. De prendre du plaisir, de faire cette compétition comme tu le sens? Bien sûr que c'est ça. C'est dans, dans tous les cas, quoi que je fasse, ils étaient fiers du travail qu'on avait pu accomplir, que j'avais pu accomplir au fur et à mesure des années, et que de toute façon j'avais fait le meilleur pour dans la préparation pour être prêt le jour J. Donc et je sais qu'ils sont dans cet état d'esprit-là en général. Lors de la compétition maintenant, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as ressenti un peu de stress? Tout s'est déroulé comme tu le sentais par rapport à ce que tu avais préparé, comme tu l'as dit, ta Ah ouais. technique, tes entraînements? Est-ce qu'il y a eu des coups un peu des moments un peu plus chauds? Comment tu as vécu ça? Alors pour le stress, c'était plus périodique. Avant la compétition, forcément, plus ça se rapprochait, plus on y pensait, plus il y avait des petites montées de stress, mais un petit peu d'adrénaline en même temps. Voilà, c'était pas quelque chose de dérangeant, mais ça venait plus fréquemment au fur et à mesure que la compétition approchait. Forcément, c'était les premiers jours avant, quand on arrive sur site. On avait 4 jours avant le début de compétition. C'est sur ces moments-là où les émotions étaient un petit peu plus fortes, surtout quand on rencontre les concurrents, les autres compétiteurs sur une journée, un petit peu de cohésion. Donc, il y a un petit peu de détente, mais à la fois, ça reste la compétition. Il y a la journée, ce qu'on appelle journée de familiarisation. C'est 2 jours avant, on va sur le lieu de compétition. Et pour ma part, j'ai découvert un sujet à ce moment-là. Donc là, c'est un moment où il se passe beaucoup de choses dans la tête parce qu'on reçoit plein d'informations. On nous montre les lieux, le matériel à disposition, les infrastructures. Donc, il faut essayer de tout emmagasiner pour prendre le maximum d'infos et être capable ensuite de préparer les premiers jours de compétition. Donc, pour moi, c'est sur cette journée-là où il faut bien la gérer. Et ça a été, je ne suis pas ressorti avec un mal de tête comme pour la finale nationale cette fois-ci. Mais il y a eu beaucoup de choses et surtout que c'était en anglais, donc c'était plus de la fatigue mentale à la fin de la journée. Et ensuite, toujours pareil, je pense que c'est le premier jour, tant qu'on n'a pas débuté la compétition, qu'on n'est pas dedans, voilà. C'est là où il faut réussir à gérer. Moi, je sais que j'avais beaucoup d'énergie le premier matin
Alors, je me motivais avec la musique avant d'y aller, etc. Et l'habitude du sport où, quand on est prêt, on a envie de bouger. Sauf que bon, le service en restaurant, c'est pas ce qui bouge le plus en termes d'activité physique. Bien sûr, on marche, on court un peu partout, mais voilà, j'avais plus d'énergie que ça. Donc, il fallait réussir à canaliser un peu. Mais une fois que le premier jour était lancé, et ça a été le cas pour tous les jours, une fois que les premières minutes de chrono sont déclenchées, voilà, ça se déroule. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire exactement. On est concentré sur la stratégie qu'on a mis en place la veille pour adapter sur les épreuves qu'on avait le jour J. Donc, pendant les épreuves, j'ai pas eu vraiment beaucoup de stress. C'était plus, comme je disais, réussir à prendre du plaisir à en donner. Il y a eu quelques petites épreuves où, oui, ça s'est pas passé exactement comme prévu, mais dans les entraînements, j'ai été beaucoup sur cette partie-là, justement, à s'adapter, arriver, ne pas savoir ce que je devais faire, en combien de temps je vais devoir le faire, vu que c'était un peu le principe de ce concours d'avoir les sujets traités à la fin, 2 jours avant. Donc, j'ai eu l'exemple d'un Irish Coffee où je fais tout comme d'habitude, tout se passe bien, et puis en fait, au moment de verser la crème sur le dessus pour faire la deuxième couche, j'en avais pas assez du tout. J'avais 3 verres et j'avais la moitié du premier verre. Ben, je me suis dit mince. Mais c'était d'autant plus mieux que j'avais des clients en face. Donc, je rebondis, je leur dis bon, je sais pas, cette crème c'est bizarre, mais je vais en refaire un petit peu. La recette, je sais pas, elle a peut-être déconné, etc. Et au final, du coup, ça permet que j'ai discuté complètement d'autres choses avec eux. Et j'ai refait, j'ai rechecké, j'ai reversé et c'est très bien passé. Mais justement, l'objectif, c'est ça, c'est de pas s'arrêter sur ça marche pas et on devient tout déconfit. C'est de pas le montrer et de réussir à terminer la technique, quoi qu'il arrive. Donc ça m'est arrivé, on va dire, de la manière la plus importante sur cette épreuve-là. Il y a eu des petites choses qui ne se sont pas déroulées comme je l'avais imaginé sur d'autres épreuves, mais pareil, c'est bon. Comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai à disposition pour arriver à mon but final? Et c'est là où justement les entraînements, la manière dont c'est préparé, la préparation mentale fait le gros du travail sur ce moment-là. C'est bien parce que tu me fais la passe décisive pour la suite. C'était un peu sur comment tu travailles la gestion de l'échec. En fait, là, t'as vécu un imprévu, mais le plus important, c'est que tu as su rebondir à l'instant T et ça t'a pas perturbé plus que ça puisque tu as continué derrière. C'est ça. Dans les entraînements techniques, justement, il y avait cette routine un petit peu de... Quand on me disait, bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Je disais souvent, c'est vous qui décidez pour moi. Vu que je ne saurais pas le jour J, vous me dites et je fais. Donc, il y a pas mal de choses où on s'entraînait un peu last minute, on me donnait et fonce maintenant. Donc, l'esprit était déjà un petit peu habitué à la réactivité. Pour la préparation mentale, forcément, on a abordé cet aspect-là. Bon, bah, si ça ne se passe pas comme prévu, qu'est-ce qu'on met en place? Donc, il y avait des outils, des ancrages, si on peut utiliser un peu les termes techniques qu'on avait mis en place, le fait de faire cette notion de switch. Voilà, ça marche pas. Dans la tête, on se pose. Alors, ça se voit pas en réel, mais dans la tête, on se pose. On efface tout ce qu'on est en train de faire. On imagine, voilà, qu'on recommence et que tout se passe très bien. Et ça, c'est quelque chose, une habitude que j'ai essayé de prendre pendant plusieurs mois pour justement que ça devienne une habitude. Et je le faisais pas que pendant mes entraînements, j'étais aussi au sport quand ça devenait difficile et que j'arrivais pas. Dans la tête, on fait le vide, on enlève ce qui marche pas, on imagine ce qui marche et hop, on essaye d'avancer comme ça. Donc il y a cette partie-là pour la préparation mentale qui a beaucoup aidé pour les aspects techniques lors de la compétition. Et puis il y a aussi la question de si je perds, si je rate, qu'est-ce que je fais, comment je le prends, comment je l'aborde. On a travaillé là-dessus, voilà. C'est une compétition sur 4 jours. Si on rate quelque chose maintenant, de toute façon, c'est fait, ça sert à rien de s'entêter à vouloir refaire le passé. Et il faut continuer dans une bonne lancée, une dynamique positive pour les jours suivants et les épreuves suivantes. Surtout quand c'est dans la même journée, qu'on rate quelque chose le matin et qu'il faut continuer l'après-midi. Il y avait une interview de Léon Marchand, le nageur français qui a gagné une multitude de médailles aux Jeux Olympiques, qui était la grande star, qui avait justement fait une interview pour Brut où il disait il avait beaucoup travaillé sur la prépa mentale, et je fais un peu le parallèle parce que ça, tu rebondis un peu sur ce qu'il a dit. Il dit si je fais pas de médaille, qu'est-ce qui peut m'arriver? C'est ça. Au final, la vie continue, mes proches sont fiers de moi, je vais continuer ma carrière, je suis encore jeune, c'est que du bonus. Et au final, c'est un peu ce que tu as vécu. Exactement, et c'est un point très important, je trouve. Pour la finale nationale, j'étais conscient de ces premières bases de mindset qu'il faut avoir.
forcément, avec la préparation mentale, on l'a beaucoup plus abordé, approfondi. Et c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose de compliqué à intégrer. Enfin, je l'ai intégré, mais c'est quelque chose de dur à appliquer, on va dire, de se dire si je perds ou si j'ai pas la médaille que j'ai en tête. Enfin, voilà, comme on disait, la vie continue, tous les proches seront d'autant plus fiers, mais personnellement, il faut réussir à pas s'arrêter là-dessus parce que c'est qu'une étape de vie. Et je trouve que ça, c'est un travail qui est assez conséquent à faire. Mais si on arrive à en prendre conscience, à l'intégrer et à l'appliquer, ça ouvre en fait des champs des possibles sur la compétition, justement de lâcher prise, de ne pas subir la pression et de vraiment voilà, prendre du plaisir, s'ouvrir et être soi-même. Le fait d'être français, d'avoir la compétition en France, de représenter l'équipe de France, est-ce que c'était quelque chose aussi qui t'a travaillé ou pas forcément, c'était plutôt de la fierté et t'as un peu surfé dessus? Plus de la fierté, oui. Après, on était conscient des avantages et des inconvénients, mais de toute manière, on aurait eu des avantages et inconvénients différents si ça avait été dans un autre pays. Mais d'en être conscient, c'était important. Mais après, je me suis pas plus attardé dessus. C'était plutôt une grande fierté. D'autant plus que j'ai pu avoir la chance d'être le porte-drapeau pour la cérémonie d'ouverture, de clôture et de faire un petit peu porte-parole de cette équipe de France. Donc, c'était d'autant plus une fierté de ce point de vue. Comment vous challengez aussi en équipe de France? Est-ce que vous vous motivez, vous vous soutenez forcément mutuellement? Comment tu as vécu aussi cet aspect groupe, sachant Manière. que toi, tu étais noté individuellement? Mais c'est un énorme support, ce collectif. Au cours de l'année, on a plusieurs regroupements, donc forcément, on apprend à se connaître. On découvre énormément de choses, notamment vu qu'on est chacun dans un métier différent. Alors, on connaît très peu de métiers au final quand on réalise. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup de personnes avec des compétences extraordinaires. Et forcément, on a tous un point commun, c'est qu'on fait tous partie de cette équipe de France. On est tous en compétition de la même manière. On subit tous de la pression, une préparation, du stress de la même manière. Donc certes, on le met en application d'une manière différente, mais on a un tronc commun qui est quand même très fort. Et donc forcément, on utilise des liens avec beaucoup d'autres membres de l'équipe de France. Avant la préparation, c'est une source de motivation. Et quand on se retrouve, on se ressource, on se remotive chacun s'il y en a qui ont des baisses d'envie, de motivation, d'énergie. Et puis pendant la compétition, c'est ça aussi, on se voit peu. Mais le matin, c'est toujours un rassemblement tous ensemble, un réveil musculaire, un cri de guerre, voilà, qui marque quelque chose ensemble et on est prêt à aller affronter chacun de notre côté cette journée. Et en fin de journée, c'est de pouvoir échanger avec les autres qui comprennent ce qu'on a vécu, puisqu'ils ont forcément vécu la même chose sous forme différente, mais la même journée, le même stress et le même effort physique, mental, etc. Donc, je pense que c'est un très gros point fort de faire partie d'une équipe comme celle-ci et d'avoir noué des amitiés, des connexions avec d'autres compétiteurs vers qui on peut se rapprocher et s'aider mutuellement. L'aspect collectif, c'est aussi la team qui t'a accompagné lors de cette compétition. Alors, pour les citer, il y a Rosalie Beaujoli dont on a déjà parlé, il y a Serge Goulaïev, Stéphanie Lemoine-Boutet, Dylan Werner, et j'en passe. Comment cette team-là s'est mise en place? Est-ce que tu allais chercher ces personnes? Est-ce que on te les a conseillées? Est-ce que c'était par rapport à tes besoins? Comment ça s'est fait? Donc, c'est principalement par rapport à mes besoins. Alors, il y a une base qui est construite. Stéphanie Lemoine-Boutet, c'était ma coach pour les finales régionales et les finales nationales, qui m'a accompagné sur la première partie. Serge Goulaïev était l'expert adjoint au niveau France et également l'expert mondial pour l'équipe de France, donc l'entraîneur officiel. Donc, c'est avec lui que j'ai fait la majeure partie de ma préparation, accompagné de Stéphanie Lemoine-Boutet qui a accepté, on va dire, de continuer à me suivre parce que c'était pas forcément ce qui était prévu, mais entre chaque stage que j'avais avec Serge, voilà, j'étais localement parlant beaucoup plus proche de Stéphanie, donc c'était beaucoup plus facile de continuer les entraînements avec elle sur ces temps intermédiaires. Rosalie, c'est moi qui suis allé la chercher, la démarcher, si on peut dire ça comme ça, parce que comme je disais, j'avais envie de développer la partie mentale et j'en avais besoin, donc c'est moi qui suis allé vers elle.
et elle a accepté, j'en suis grandement content. Et après, voilà, toutes les autres personnes, c'est vraiment, comme je disais, en fonction des besoins, mais c'est surtout moi qui vais démarcher. Alors, les gens ne vont pas dire coucou, est-ce que je peux venir t'aider? Il y en a qui proposent leur aide, forcément, mais là, c'est vraiment une grosse partie de se dire de quoi j'ai besoin, etc. Donc, forcément, Dylan Werner, ancien champion du monde, on avait un tas d'expérience à aller chercher. Pascal et Isabelle Aubrecht, ses coachs, l'ont forcément accompagné, l'ont entraîné, donc c'était évident que j'avais besoin de leur aide. Donc après, c'est que des demandes et c'est des retours que eux me font, oui ou non, et c'est comme ça que l'équipe se construit. Louis Cosette, c'est pareil. C'est lui, pour le coup, qui m'avait proposé, si jamais, une aide quelconque, etc. Donc j'avais répondu favorablement et inversement. Donc ça se construit au fur et à mesure de l'année. Et après, donc forcément, j'ai fait des stages plus précis avec des personnes expertes dans le monde du barista pour le café. Je savais que c'était un point qu'on développe très peu à l'école. Donc moi, je savais que j'avais besoin de développer cette partie-là. Donc je suis allé au contact Michael McCauley chez Café Richard et puis Johan Bride, Brûlerie Comtoise, pour aller développer ces points-là. Voilà. C'était des marchés. Alors, il y a des opportunités qui sont faites, il y en a qui ne sont pas faites à cause d'emploi du temps, de disponibilité, mais c'est comme ça qu'on le construit au fur et à mesure de l'année. Donc trouver des partenaires, c'est aussi essentiel pour préparer ce type de compétition et performer. Ça a été un gros travail pour ma part début d'année, au mois de janvier, février, de trouver des partenaires et sponsors, tout simplement aussi financiers. Donc j'ai eu des partenaires financiers, j'ai des partenaires qui ont donné de l'aide matérielle et des partenaires qui étaient plus sur l'accompagnement de la formation. Mais ça a été un gros travail personnel de construire un dossier de sponsoring, de partenariat, d'aller démarcher, de faire des relances, d'expliquer le projet, puisque comme on dit, c'est un très gros projet, mais très peu connu. Ou alors on en a une vague idée, mais c'est vrai que quelqu'un accepte d'accompagner, il faut beaucoup plus de détails. Donc ça a été un gros travail de début d'année que je suis vraiment content d'avoir fait. Et ensuite, tout au long de l'année, ça a été beaucoup plus fluide et j'avais plus vraiment besoin de m'attarder sur cet aspect-là qui prend beaucoup de temps et d'énergie. Tu penses que les partenaires t'ont fait confiance par rapport à justement le fait que tu leur présentes le projet, que ça soit ta personnalité qui leur plaise, le projet en lui-même ou un mix de ces trois choses? C'est vrai que je leur ai pas spécialement posé la question, mais je pense que c'est un mix. Ça ne peut pas marcher si c'est unilatéralement parlant sur un seul aspect. Mais il y en a forcément qui ont mis en avant que le projet était dingue. Mais forcément, si je faisais pas l'affaire, entre guillemets, je pense qu'ils m'auraient pas suivi. Donc ça, pour moi, c'est un mix. C'est un ensemble de paramètres. Si on revient juste sur la compétition pour un peu clôturer ce chapitre-là, ton meilleur et ton pire souvenir, d'abord, durant l'année de préparation. Ouh. C'est dur d'en sélectionner un, que ce soit meilleur ou pire, parce que c'est vrai que dans la compétition, enfin dans la préparation aussi, le but c'est on disait de pas s'attarder sur les choses qui ne sont pas allées, donc c'est pas que j'essaie de les oublier, mais Ou ce qui j'ai était plus peut-être le forcément plus en dur, tête. sinon. Ouais, le plus dur. Euh, C'était, on va dire, une des dernières semaines d'entraînement, parce que là c'était là où les détails se jouaient, où en fait on faisait plus vraiment de la préparation pure, mais c'est vraiment de l'affinement. Et cette semaine avait été intense, parce qu'on avait vraiment cherché tous les petits détails. Sauf qu'au bout d'un moment, on en revient à se remettre en question, de se dire, mais est-ce que je suis vraiment pro au final à 2-3 semaines de la compétition, là, ça. Mais enfin voilà, c'était essayer de se dire, oui, mais là, c'est des détails qu'on va chercher. On remet pas en question qui je suis, qu'est-ce que je fais. Mais donc c'était de tenir mentalement, physiquement sur cette semaine-là, avec toute cette pression et cette attention du détail où il fallait être constamment concentré pour pas refaire les bêtises de la veille et avancer. Et après, Et le meilleur souvenir, j'en ai pas, je pense que c'est la globalité. C'est vraiment tous ces moments, parce que c'était différent quand on était en équipe de France, en regroupement, c'était du partage, de la découverte, des moments de loisirs sportifs, mais aussi collectifs, où les soirées, on rigolait bien entre tout le monde, on noue des liens extraordinaires, que ce soit aussi pendant l'entraînement. Comme je disais, j'essayais de prendre du plaisir à chaque fois, tous les bons souvenirs qu'on a avec chaque entraîneur différent, les moments de joie ou c'est un peu plus compliqué qui font aussi que la préparation est belle. Je pense que c'est l'année, les 2 années et demie qui forment un souvenir joyeux global
qui est inoubliable. Parfait. Tu te doutes bien que j'ai eu des questions de tes proches et des personnes qui t'ont accompagné et D'accord. que j'ai un peu compilé certaines questions lors de l'épisode. Alors, j'ai une question qui est bien spécifique. Quand tu D'accord. remplis un verre, est-il à Ouais, moitié plein ou à moitié vide? c'est ce que je disais. L'aspect, toujours garder l'esprit positif. Il est toujours à moitié plein. Ok. Par rapport aussi à la suite, c'est un nouveau tournant pour toi avec une nouvelle rentrée. Tu Oui, découvres une nouvelle ville, tu arrives dans la capitale parisienne qui est réputée puisqu'il y a énormément d'établissements de renom. exactement. Est-ce que toi, c'était aussi un objectif que tu avais déjà personnellement avant tout ce que tu as vécu? Et qu'est-ce que ça change concrètement pour toi? J'avais toujours cette volonté de travailler à Paris, dans les palaces parisiens. Donc forcément, ça a été une opportunité juste incroyable de pouvoir continuer juste après le concours sur cette lancée. Et c'était aussi d'avoir un projet sur lequel rebondir pour éviter d'avoir un effet de down après le concours. Donc c'est une très belle opportunité que j'ai. Qu'est-ce que ça change? Ça débute, ça marque les débuts d'une nouvelle vie en autonomie complète. Voilà, j'avais déjà eu l'occasion de partir de chez mes parents plusieurs mois. Et puis, durant l'année, j'ai fait pas mal de déplacements. Mais là, c'est une autonomie complète et entière qui débute. Un petit peu d'excitation, un petit peu d'anxiété au début parce que tout est nouveau. Nouvel appartement, nouvelle ville, nouveau travail, nouvelle école. Mais c'est génial. Est-ce que tu as des nouveaux objectifs que tu te fixes aussi par rapport à ça et à court terme, moyen terme, long terme? Forcément, à court terme, c'est les 2 ans d'études qui arrivent. Donc, avec le diplôme en fin. C'est vrai que l'après, euh, comme toujours, j'ai toujours des idées, des sortes d'envies, mais on sait qu'en 2 ans, il peut se passer énormément de choses, de rebondissements. Donc, rien n'est concret, rien n'est acté pour le moment. Euh, voilà, j'ai toujours eu envie de faire partie d'une chaîne de palaces parisiens pour pouvoir être propulsé à l'étranger ensuite. Donc là, ça en est le début. Comment ça va évoluer, je ne sais pas trop. Donc, c'est vrai que les objectifs à long terme, on en a, mais plus généraux et qui vont s'affiner avec le temps. Si on se projette dans 10 ans, on est en 2024, en 2034, je veux te trouver, Denis Merlot, je vais où? Quel pays? Quelle ville? Ça serait quoi l'idéal? C'est précis. Donc, comme je dis, j'aimerais bien voyager, mais je pense que c'est une estimation, on ne sait jamais dans quel pays on va tomber, comment on va s'y sentir, mais je pense que j'aimerais bien revenir en France, à Paris après. Donc, je pense, de mon point de vue, dans 10 ans, dans un palace parisien, un poste à responsabilité, ça devrait être plus ou moins correct. C'est déjà pas mal et on te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Euh, Il y a aussi les WorldSkills qui continuent, puisqu'il y Oui, a, il y a une prochaine édition. Je crois savoir que c'est Shanghai 2026. exact. Tu as reçu, toi, des conseils de tes prédécesseurs, tu l'as dit pendant l'épisode. Oui. Maintenant, tu as aussi une nouvelle posture, puisque tu as gagné l'édition. Quel conseil tu voudrais donner au prochain qui va être candidat à Shanghai en 2026? C'est une grosse responsabilité de donner un conseil. Hein. Ah, ou plusieurs, hein. Oui, oui, bien sûr. Euh, Après, chaque personne est différente, donc c'est toujours quelque chose de général, mais de prendre conscience, de vraiment prendre conscience de l'enjeu, de l'opportunité que c'est de faire partie d'une équipe de France. Voilà, de pouvoir te porter ce logo France dans le dos. Donc d'en prendre conscience, d'être conscient aussi de la préparation que ça engage et ouais, de la responsabilité, si on peut dire qu'on en a une quand même, d'être engagé dans cette compétition mondiale. D'en prendre conscience parce que c'est important et ensuite de donner le meilleur de soi-même, de n'avoir rien à regretter. C'est ça le plus dur, c'est de réussir à faire une compétition, on ne regrette rien. Moi, je sais que j'ai beaucoup pensé à ça au début. Voilà. Être conscient de ce qu'on fait et se donner les moyens d'y arriver et pour ne pas regretter. Je pense que c'est un bon conseil. Parfait, le message sera passé. Une dernière question, en tout cas, des personnes qui t'ont accompagné et que je devais obligatoirement mettre dans l'épisode. Tu vas comprendre D'accord. pourquoi.
Et puis après, on arrivera sur le dernier chapitre de l'épisode. Alors, c'est une question, je vais le citer, de Serge Goulaïev, qui t'a accompagné. Quand est-ce que tu vas aller skier avec lui? Et le problème, c'est pas l'envie qui manque, c'est le planning. C'est le planning. Eh bien, je le note. On pourra Parce lui que dire que forcément, je il va vais, écouter l'épisode, donc il attend une réponse. Hein. bien sûr, je me le note. Comme ça, dès qu'il y a une opportunité qui se présente, je l'attrape. Est-ce qu'il y a aussi... alors, c'est une question un peu qui vient plus de moi, pas de curiosité. Quand tu es dans un établissement, est-ce que vous avez des interdictions, comme par exemple des sportifs de haut niveau qui sont basketteurs, ils n'ont pas le droit d'aller skier, tu vois, par rapport à leur physique, parce que c'est leur outil de travail. Oui. Est-ce que vous avez alors, est-ce que c'est des conseils ou des clauses ou des choses qui sont stipulées par rapport à ça? Pas à ma connaissance, c'est vrai que pas de manière spécifique et écrite, on va dire. Forcément, on a abordé tout ce qui était la préparation liée à l'alimentation, au sommeil, à la récupération pendant les semaines d'entraînement. C'est quelque chose que j'ai appliqué moi de manière personnelle. On ne nous oblige à rien, mais ça tombe un petit peu sous le sens. Voilà. Si on prend conscience de l'objectif qu'on a et du procédé dans lequel on est engagé, ça devrait faire sens pour les personnes qui sont vraiment impliquées. Mais je pense pas qu'on ait une clause spécifique. Après, voilà, forcément, j'ai toujours été prudent dans le sport, repousser ses limites, mais à bonne dose. Et puis, 4-5 jours avant de partir en compétition, voilà, on a adapté un peu le programme sportif. On va plutôt à la piscine parce qu'il y a moins de risques de blessures que la salle de sport, par exemple, ou marcher plutôt que d'aller courir pour s'éviter de se fouler une cheville. Donc Je l'ai plutôt fait une plutôt à la fin. responsabilité personnelle. Oui, je pense que c'est plus de ce point de vue. Parfait. Super, bah Denis, on en a beaucoup appris déjà sur ton parcours, sur les World Skills et sur tout ce que ça représente, puisque mine de rien, Oui, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. c'est une grosse Euh, aventure. Est-ce que tu as une idée d'invités, de personnes que tu voudras entendre qui pourraient se livrer sur ces émotions, notamment dans le sport, puisque je sais que tu es un grand fan de sport? Quelqu'un qui- que tu aimerais avoir voilà, un peu plus d'informations, se livrer par rapport à son parcours? C'est vrai que j'ai pas y pensé en amont, donc Est-ce que tu as des modèles aussi, peut-être? c'est vrai qu'il y a toujours eu un grand sportif dans le karaté notamment, qui était Steven D'Acosta. Je sais pas si le nom vous parle, Bien sûr. mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de m'entraîner avec lui sur un stage. Il est également champion olympique parce que la discipline a été autorisée uniquement En 2021 à en... Tokyo. C'était 21, voilà, j'ai eu un doute, mais et donc il a réussi à faire l'exploit. Il n'était pas tout seul, mais voilà, un des favoris et il l'a fait aussi. Donc, il avait qu'une chance et c'était un petit peu la même chose pour moi parce que j'avais pas l'âge de me représenter et on a le droit de participer qu'une fois. Et lui, c'est surtout qu'il pouvait pas se représenter après parce que ça a été supprimé. Donc, c'est vrai que ça a été toujours un exemple de détermination et de performance dans le karaté. Et c'est vrai que sur cet aspect de champion olympique avec une seule opportunité, ça me fait un petit peu penser à l'opportunité que j'ai eue également. Qu'est-ce que ça t'a fait justement de le rencontrer? Est-ce que c'était aussi un peu d'excitation? Est-ce que tu as eu des conseils? Est-ce que tu t'attendais à ça ou pas du tout? C'est toujours très court parce que Mohamed, c'est des stages qu'ils organisent un petit peu dans toute la France comme ils sont très demandés. Ça a duré, je sais plus, peut-être 2-3 heures. Donc forcément, c'est une rencontre très rapide. Mais forcément, moi, je le ressens. C'est des entraînements où on n'a pas les mêmes sensations. On sent que, voilà, quand on nous demande un exercice, on sait où on va, on sait pourquoi on doit le faire. Et on sait qu'il y a un intérêt grand qui est derrière. Donc, j'ai vraiment passé un très bon moment d'entraînement. Un très bon moment d'entraînement, c'est un peu contradictoire, mais c'était un très bon moment partagé. Ouais. J'avais pas eu l'occasion de beaucoup discuter parce qu'on est énormément sur ce genre de stage, mais de prendre une photo, d'avoir 2-3 mots avec lui, je me rappelle, forcément, ça fait quelque chose. Parfait. Merci Denis en tout cas pour l'épisode. Où est-ce Merci qu'on à toi. peut te suivre par rapport à tes nouvelles aventures sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te suivre pour la suite? Oui, bien sûr, j'ai quelques réseaux sociaux, principalement sur Instagram et LinkedIn. LinkedIn un peu plus professionnel. J'ai les deux principaux, j'utilise pas d'autres plateformes vraiment.
C'est déjà pas mal, hein. Donc on tape Denis Merlot et on s'abonne Exactement. pour avoir les dernières nouvelles. Par rapport à l'aspect aussi réseaux sociaux, c'est quelque chose qui te plaît, qui te fait un peu peur, l'image que tu dois renvoyer ou pas? Oui, je trouve que c'est important. Il faut en être conscient, il faut faire attention. C'est vrai que forcément, après la compétition, ça a été un gros job, entre guillemets. Tout simplement parce qu'il y a plein de messages de tout le monde. Et donc, voilà, juste le fait de... Moi, ça me tenait à cœur de répondre à tout le monde, de ne pas louper un message, de mettre personne de côté. Donc, comme il y avait beaucoup de messages, il fallait le temps de pouvoir le gérer. Mais voilà, j'étais pas tout seul. Il y avait des gens qui m'entouraient et qui m'ont un petit peu aidé avec ça. Mais forcément, c'est important. C'est une image qu'on revoit. C'est aussi une image personnelle, professionnelle. Moi, j'ai un compte général. Donc, voilà, il faut aussi pas trop se prendre la tête pour rester naturel, mais à la fois être conscient que c'est vu par mal de monde. Parfait, c'est le mot de la fin. Merci Denis. On remercie bien sûr les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, qui sont fidèles au podcast. Le podcast est bien sûr disponible en version audio et en version vidéo. Si vous voulez soutenir le podcast, si vous voulez soutenir Denis, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça fait avancer le podcast et bien sûr nos invités. Denis, je te souhaite évidemment la meilleure rentrée possible dans cette nouvelle vie. Merci beaucoup. Que tu prennes du plaisir et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Avec grand plaisir. Merci à toi Thomas pour l'échange. Un grand plaisir.